Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'éco-pâturage et notamment à l'intérêt du pâturage dans les systèmes viticoles. Donc, on est dans un format webinaire, donc seuls les intervenants peuvent prendre la parole et les participants, vous allez pouvoir communiquer avec nous uniquement par écrit. Donc, il y a deux canaux de communication. Le premier, c'est pour nous signaler des problèmes techniques, notamment par rapport à la connexion ou une mauvaise qualité d'image ou de son. Donc ça, c'est bien l'onglet Converser. Et le deuxième canal de communication, c'est avec les intervenants et les organisateurs pour les questions et réponses. Donc ça, c'est pour poser des questions au fil des interventions que vous allez suivre. Donc on va faire deux interventions qui vont durer chacune 15 minutes, qu'on va enchaîner l'une après l'autre. Et on prendra vos questions et on les adressera à l'oral aux intervenants qui pourront y répondre pendant une demi-heure à la suite de leurs interventions. Et dans un premier temps, j'ai laissé la parole à Philippe Pointreau pour vous présenter Solagro et le projet. Bon. Eh ben, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux et présents pour un sujet assez spécifique et assez pointu. Voilà. Donc, je voulais remercier, mais Louis présentera nos intervenants tout à l'heure, mais en tout cas, Christophe Bousquet, vigneron sur le massif de la Clappe, qui fait un très bon vin. Voilà. Et Yves Nouet de la Chambre d'agriculture du Gard, voilà, qui aussi connaît très bien cette question de pâturage dans les vignes. Alors moi, j'ai juste un petit mot donc, sur Osae. Donc Osae, c'est une plateforme que Solagro a mis en place en 2016 qui vise en fait, à informer, à sensibiliser tous les agriculteurs sur les pratiques agroécologiques. Donc, c'est vraiment les agriculteurs, je dirais, qui parlent aux agriculteurs et en essayant de faire connaître un peu toutes ces pratiques telles que celles qu'on va présenter aujourd'hui, qui sont nombreuses. Et il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui expérimentent en individuel, mais souvent en collectif, quoi. Voilà, donc la plateforme, vous verrez, il y a aujourd'hui une trentaine de fermes qui sont présentées, dont celle de Christophe Bousquet, avec des vidéos. Donc il y en a à peu près dans tous les systèmes, avec une forte dominante d'exploitation située au sud de la France du fait un petit peu de notre implantation, mais on est en train de remonter jusqu'en Bretagne en ce moment. Voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos de Christophe Bousquet si vous ne les avez pas déjà vues après le séminaire. Euh, voilà. Après, vous avez aussi des documentations, des synthèses techniques qui sont aussi élaborées, donc des documents que vous pouvez aller télécharger. Et puis, je vous invite aussi on a une newsletter, vous pouvez vous y inscrire, qui permet d'être au courant, justement, d'être tenu au courant des webinaires, des nouvelles vidéos qui sont sorties. Voilà, voilà cette plateforme qui est ouverte à tous, qui a pour but en fait d'accélérer cette transition agroécologique, voilà, pour avoir une agriculture la plus durable possible et puis aussi résiliente. Peut-être Christophe dira un petit mot là sur les conditions climatiques qui sont toujours un peu extrêmes sur la Clappe. Voilà, auxquelles les agriculteurs vont devoir faire face en ce moment. On sait par exemple dans le Massif central, il y a une sécheresse printanière que les éleveurs n'ont jamais connue. Donc voilà, il y a plein de chamboulements et sur cette plateforme, on va essayer aussi de vraiment prendre en compte cette question du changement climatique. Voilà ce que je voulais dire et je relaisse la parole de suite à Louis. Voilà, et puis vous pouvez bien entendu vous inscrire à la newsletter Osae pour recevoir les événements et les contenus, les nouveaux contenus qui sont mis en place sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur une pratique agroécologique qui est l'éco-pâturage, donc qui présente de nombreux intérêts, notamment environnementaux. Donc ça permet, combiné au désherbage mécanique, d'éviter le désherbage chimique et d'avoir un impact positif sur la qualité de l'eau. Le, comment dire, l'aspect d'avoir des couvertures de sol pendant l'hiver, ça permet d'être résilient face au risque d'érosion. Et enfin, sur la biodiversité, on a un impact très positif sur les habitats, l'activation de la vie biologique du sol.
Et enfin, on va le voir aussi au fil des présentations, un impact socio-économique très important avec des diminutions de charges phyto et du travail du sol et aussi des partenariats et des liens sociaux avec les éleveurs. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Christophe Bousquet qui va vous présenter son témoignage en tant que président et vigneron de l'AOC de la Clappe. Voilà, je laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Christophe Bousquet, vigneron au Château Pêche-Redon dans le massif de la Clappe. Si, c'est bon. Ah, pardon. Non, c'est si, bon. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien. Bon. Donc, voilà, je suis vigneron au Château Pêche-Redon dans le massif de la Clappe. Le massif de la Clappe, c'est un petit massif qui se situe entre Narbonne et la mer, qui est une ancienne île, qui est aujourd'hui une AOP communale, la Clappe, qui produit des vins rouges et blancs en AOC la Clappe et rosés en AOC Languedoc. L'idée du pastoralisme dans les vignes, c'est quelque chose qui me tenait à cœur en tant que vigneron, mais aussi en tant que président de l'appellation, pour trois raisons essentielles. La première, elle est historique, c'est que la Clappe est un massif qui est exploité par à peu près une trentaine de domaines sur lequel on trouve systématiquement des bergeries abandonnées qui témoignent de la présence de la brebis dans la Clappe depuis plusieurs siècles. On sait en faisant des recherches que les derniers troupeaux dans la Clappe remontent aux années 60. Donc l'idée, c'était de faire revenir un peu cette tradition de pastoralisme dans la Clappe, puisque la plupart des domaines étaient des domaines en fait qui fonctionnaient pas uniquement sur le vin, mais aussi sur la brebis. La deuxième, elle était d'un intérêt environnemental, c'est d'abord par l'apport des troupeaux pour la biodiversité, mais aussi parce que les brebis s'avèrent un merveilleux moyen de lutte contre les incendies, et les incendies dans la Clappe sont assez réguliers et comme le massif est un site classé, ça valait le coup de se pencher sur la question. Et la troisième, c'était pour à terme arriver à une création d'un produit laitier qui pourrait accompagner la commercialisation des vins de la Clappe, dans la mesure où la Clappe a une particularité, c'est qu'on a une très forte commercialisation locale. Donc, ça a favorisé aussi l'idée des circuits courts et de la commercialisation de produits de terroir. Donc, j'ai essayé d'activer un certain nombre de liens avec les organismes qui entourent le massif de la Clappe, puisque le massif de la Clappe est un site classé depuis 1976, un des plus vieux sites classés de France. Donc, on est sous la juridiction de la DREAL. On est en même temps inscrit dans le parc naturel de la Narbonnaise et on est également classé en zone Natura 2000, ce qui avait donc trois fonctions essentielles à mettre en place par rapport à la mise en place du troupeau. Donc, on a travaillé en partenariat avec le parc naturel qui a été moteur dans ce projet, la Chambre d'agriculture de l'Aude, évidemment, et le syndicat des vignerons. Donc, on a proposé une façon de faire qui était un peu particulière parce qu'on savait que la difficulté, c'était d'arriver à implanter un troupeau à l'année. Et on voulait que sur le pastoralisme, le pâturage dans les vignes, évidemment, il faut sortir les troupeaux des vignes à partir du moment où la vigne repousse. Donc, on a eu l'idée de faire venir un troupeau de Saône-et-Loire
et de créer ce qu'on appelle la transhumance inversée, c'est-à-dire que grosso modo, le berger amenait son troupeau après vendange autour du mois d'octobre et de novembre et le laisser pâturer dans la clappe jusqu'à peu près au mois de février et remonter chez lui au mois de mars. C'est un projet qui était un peu novateur, qui m'avait permis d'aller le présenter au ministre de l'Agriculture, au Salon de l'Agriculture il y a 4 ou 5 ans. On a trouvé un candidat qui donc a fait une première année avec un essai sur la moitié de son troupeau pour voir s'il y avait adaptation, s'il y avait suffisamment de ressources pour nourrir le troupeau. Et les effets ont été concluants. Et donc, dès la deuxième année, il est revenu avec la totalité de son troupeau, c'est-à-dire à peu près 350 brebis. Ce qui est ressorti de ce pastoralisme, Je ne vous entends plus. Non, il s'est déconnecté. On va attendre 30 secondes pour voir s'il arrive à se reconnecter. Ah, c'est bon. Monsieur Bousquet, on reprend avec votre présentation? On vous entend pas là. Hop. On a été coupé. Oui, mais c'est reparti, c'est bon. Je suis de retour. Ouais, c'est parti. Vous m'entendez? On vous entend bien, ouais, vous pouvez y aller. Ok, bon, mais je reprends. Donc, voilà, donc ce travail qui a été mis en place avec le berger, ça nous a permis derrière de faire un certain nombre d'études d'impact avec le parc naturel et avec un certain nombre de scientifiques du parc naturel et aussi avec Solagro un petit peu plus tard. Donc, ce qui est ressorti de ça, c'est qu'à la fois, on avait un impact sur la biodiversité. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on attendait le plus du troupeau. On avait un apport d'amendement dans les vignes par le pâturage des brebis. Et on avait un impact sur la capacité de la garrigue à brûler, c'est-à-dire que les brebis avaient... on a fait un suivi avec le SDIS, donc les pompiers de l'Aude, pour voir quel était l'impact sur les zones à risque. Et effectivement, il y avait une diminution du risque par le travail de débroussaillage des brebis. Et après, on a pu constater aussi qu'il y avait un impact aussi sur le travail du vigneron, c'est-à-dire que dans la mesure où les brebis passaient l'hiver à tondre les vignes, eh bien, ça permettait de faire moins de labour, donc moins de contraintes pour les sols, de favoriser un enherbement régulier qui est propice à accentuer ou du moins à conserver des réserves en eau relativement importantes par rapport à des sols nus et des sols labourés, puisque le climat de la Clappe est un des climats les plus secs de France. Les périodes de pluie sont faibles, mais chaque fois qu'il pleut, c'est des gros cumuls et donc les sols enherbés permettent de recevoir et de contenir l'eau plus que des sols labourés. Et ensuite, on avait moins d'impact sur l'érosion, évidemment. Donc, au final, on a eu un résultat qui était très positif à tous les niveaux. Évidemment, on a vu aussi les limites que pouvait avoir ce travail des brebis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre du troupeau d'amener l'amendement nécessaire pour une année. Bien sûr, il y a le problème du piétinement, donc il faut faire attention à ne pas laisser les troupeaux trop longtemps dans les mêmes parcelles parce qu'il y a un effet de tassement qui peut être relativement important. Qu'il faut faire attention dans les jeunes vignes parce que les brebis peuvent piétiner et faire un peu de casse sur les jeunes plants.
Pareil sur les vignes palissées où on peut retrouver quelques dégâts sur les fils de fer de palissage. Mais grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'impact négatif par rapport au travail qu'elles font et aux résultats qu'on avait derrière. Il faut ajouter à ça que dans le cadre de l'AOC La Clap, j'ai tenu à ce qu'on crée un GI2E, donc un groupement d'intérêt environnemental et économique, ce qui nous a permis justement de faire appel à Solagro pour partager leur savoir-faire et puis mener quelques enquêtes auprès des vignerons participants à ce projet. On avait même inscrit le berger dans le GI2E. Et l'objectif sur ce GI2E, c'est qu'on veut être vraiment attentif à l'évolution climatique qui est particulièrement marquée dans la Clap. On a une diminution des pluviométries qui est relativement importante. On a de plus en plus de pluies non efficientes, c'est-à-dire en dessous de 10 mm. Ce sont des pluies qui n'apportent rien au sol. Et donc, la solution qui nous paraissait la plus intéressante, c'était de revenir à un enherbement maîtrisé sur l'ensemble du vignoble pour augmenter les capacités hydriques et en tout cas maintenir suffisamment d'humus dans les sols. Et la brebis, elle a un intérêt, c'est que c'est très précis comme tonte. Ça permet de maintenir les haies vives sans avoir à passer des engins mécaniques. Et ça enlève beaucoup d'heures de travail aux vignerons. Donc, de ce côté-là, on trouvait qu'il n'y avait vraiment que des atouts. Voilà ce que je pouvais dire sur le travail du pastoralisme dans la Clap. Merci beaucoup. On va garder les questions pour après. On va passer tout de suite la parole à Yves Noué, de la Chambre d'agriculture du Gard. Bonjour. Je vais juste d'abord excuser Fanny Tamizier, qui est une élue de la Chambre d'agriculture, mais qui est aussi éleveuse, qui pratique les copâturages depuis plusieurs années. Et là, elle est prise aujourd'hui pour une réunion là, sur les conséquences des gelées du 8 avril. Donc, voilà, il était prévu qu'on vous présente un petit peu l'outil qu'on a mis en place à Qui veut mon herbe. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, l'idée c'était tout simplement de faciliter la mise en relation avec d'un côté les éleveurs et de l'autre côté les viticulteurs. Diapo suivante. Voilà, en fait, ces deux productions sont importantes dans le département. L'élevage ovin, on voit la carte là sur la gauche, il y a à peu près plus de 43 000 ovins, avec une répartition plutôt située dans le nord du département, même si à l'origine, ce type d'élevage couvrait l'ensemble du département, mais avec l'arrivée de l'eau, notamment du Baronne, toute la partie sud, l'élevage a laissé place plutôt à des cultures irriguées comme les vergers et la vigne. Et de l'autre côté, on a la viticulture, comme on voit sur la carte qui est omniprésente là, sur l'ensemble du département. C'est plus de 52 000 hectares. Là aussi, plutôt situé sur le sud du département et sur la vallée du Rhône, et très peu sur la partie où il y a pas mal d'élevage, sur les Cévennes. On a quasiment un ratio de presque 1 ovin par hectare. Diapo suivante. Voilà. Et ces deux productions ont deux problématiques distinctes concernant l'élevage. C'est les problèmes de ce que disait M. Bousquet à l'instant, l'incidence des pluies sur la production de fourrage, qui peut être extrêmement irrégulière, avec des années en abondance et des années en manque. Et concernant la viticulture, une problématique plus liée au contrôle des adventices, avec la recherche qui est devenue maintenant vitale d'alternatives au désherbage chimique, vu les évolutions de la réglementation. Ici, on regarde juste un petit focus sur les 20 dernières années. La pluviométrie moyenne du Gard, on est à peu près à 700 mm. Vous avez en bleu foncé 5 années sur 20
où on est au-dessus de cette moyenne-là, avec des inondations qu'on a connues notamment en 2002, 2003, 2005, qui ont posé des drames humains, qu'on a reconnu en 2020, malgré que ce soit une année qui est en rouge, où on avait un déficit pluviométrique. Donc, ces périodes d'excès vont forcément favoriser le développement des adventices, notamment sur les cultures pérennes et la vigne notamment. Et sur la même période, on a cette année où on est en manque, sécheresse avérée, avec des fois, comme en 2017, des années où on est même en dessous de 300 mm. Et là aussi, l'impact sur la production de fourrage, elle est importante. D'où le souhait des éleveurs de compenser ce manque d'alimentation des animaux par d'autres sources, et notamment l'écopâturage. Diapositive suivante. Voilà. Donc, moi, la problématique qui me concerne à titre personnel, c'est la problématique de la restauration de la qualité de l'eau. On est un département, le Gard, où on a 23 captages qui ont été classés prioritaires suite à des dépassements de nitrates et de pesticides. Et dans les pesticides, c'est souvent les herbicides vignes qui en sont à l'origine. Il y en a une autre problématique plus ancienne qui est 70 communes sont classées en zone vulnérable, donc sont soumises au respect de la directive nitrate. Diapo suivante. Voilà. Donc, d'où l'idée de donner de l'importance à l'éco-pâturage qui est pratiqué depuis que l'agriculture existe, en fait, avec ce site qui a été créé, on verra tout à l'heure, en 2019, qui a pour objectif justement de mettre en relation, ce que je disais tout à l'heure, les éleveurs et les viticulteurs. Et là, l'idée, c'était de faire simple et efficace, parce qu'on a testé des choses assez compliquées, mais dont la durabilité n'était pas forcément évidente, d'avoir un intérêt partagé. Il faut que chacun ait quelque chose à y gagner, entre guillemets, que ce soit l'éleveur au niveau de la fourniture d'aliments et le viticulteur sur l'entretien de ses vignes. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une sorte d'optimisation spatiale de l'offre. Comme vous avez vu, il n'y a pas forcément une bonne répartition entre les éleveurs et les viticulteurs. Il y a des communes où on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 éleveurs sur la commune et d'autres communes sur lesquelles il n'y a pas du tout d'éleveurs. Et on avait assisté des fois un petit peu à des aberrations, des éleveurs qui étaient d'un côté du département, le traversaient pour aller faire pâturer chez des viticulteurs qui étaient à l'autre bout. Et à l'inverse, il y avait des fois des viticulteurs qui étaient sur la commune, une commune donnée et qui ne pâturaient pas chez eux. Donc, il y a le côté local qui est important, notamment pour réduire les coûts, parce que de déplacer des troupeaux, ça a un coût. Et là, l'idée, c'est que les déplacements se fassent pas avec des camions, sans parler de l'empreinte carbone que ça pourrait représenter. Diapo suivante. Voilà. Donc là, en fait, l'idée a été créée en fait, par notre directeur adjoint actuel, qui à l'époque était responsable du service élevage et cumulé avec la responsabilité du service environnement. Donc, il entendait des collègues des deux filières émettre un besoin en la matière. Donc, il a créé de manière hyper simple avec Google Forms ce petit site, dans un premier temps sur le sud du département, où c'est là où il y a un nombre de captages prioritaires le plus important. On en a une dizaine qui sont sur la zone vulnérable de la Vistrenque. Depuis sa création en 2019, donc en année en fait sur la deuxième vraie campagne, il y a eu 1954 connexions. Après, justement, l'outil il est simple. Un des inconvénients, c'est qu'on n'a pas le détail. Parce que souvent, ce qu'on nous demande, c'est combien il y a eu d'éleveurs qui ont cliqué, combien il y a eu de viticulteurs, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes. Donc ça, on ne le sait pas. Et justement, il y a des évolutions qui sont attendues là pour cet été. D'une part, pour étendre ce service à l'ensemble du département. On a des demandes, notamment des personnes sur la vallée du Rhône. Donc, la demande vient en général surtout des viticulteurs et un petit peu des arboriculteurs aussi. Et après, les évolutions attendues sont aussi pour faciliter les mises à jour, qui là restent encore assez difficiles à faire. Voilà, donc il y a une collègue qu'on va voir tout à l'heure sur le site qui s'en occupe, Karine, mais l'idée c'est d'essayer de faciliter encore plus son utilisation.
Ce qu'on peut vous proposer, justement, c'est de le visiter. Hop. Voilà. Donc, l'accès est assez simple. Il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche, Chambre d'agriculture du Gard, qui veut mon herbe. Alors, le titre fait débat. C'est un petit clin d'œil qu'a voulu son créateur. Voilà. Donc, après, on tombe assez facilement. Alors, je ne sais pas si. Ah, je n'ai pas la main. Ah, voilà. On tombe sur cette page. C'est toi qui as la main, Louis? Non, c'est toi qui as la main là. Ah, parce que alors, tout à l'heure, c'était très fluide. Là, c'est très saccadé. Ça fait des coupures d'écran. Peut-être que c'est dû au nombre de participants, mais je pense que… Alors, je sais que… Donc, voilà l'idée. Il y a 2 liens. Alors, la logique veut que ce soit d'abord les éleveurs qui cliquent sur ce lien-là et s'inscrivent. Donc, là, il y a un questionnaire avec une dizaine de questions qui permet de s'identifier, de proposer un petit peu son offre. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est hyper simple. Et d'un autre côté, alors je ne sais pas si je peux faire des retours. Je n'ai pas la même pour revenir en arrière. Si, sur l'onglet à gauche, peut-être, si tu veux revenir en arrière. Voilà, ça m'a mis carrément autre chose. Parce que là, tu ne vois pas. Nous, on voit répertoire pastoral des Costières. Ah ben, je ne le vois plus. Diminue la taille de ta fenêtre. Je pense que ce sera plus simple. Oui. Alors là, non, je suis un aveugle, là, je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et le deuxième lien qui va intéresser plutôt le viticulteur, c'est pour consulter justement les offres qu'il y a sur sa commune. Donc, il clique sur ce deuxième lien. Là apparaît une carte. Donc, comme je vous disais, elle est plutôt située, renseignée sur le sud du département. Et là, si on clique sur une commune comme Vauvert, par exemple, il va tomber sur une liste à gauche d'éleveurs qui se sont inscrits. Donc là, il y en a à peu près une dizaine. Et après, bien sûr, ces coordonnées sont renseignées, que ce soit téléphonique ou adresse mail. Et après, justement, on va prendre l'exemple de Fanny, qui précise qu'elle propose du pâturage dans les vignes. Donc, chaque fois, à peu près sur la commune de Vauvert, il y a une douzaine d'éleveurs qui se sont inscrits. Il y en a 3 qui se proposent de pâturer dans des vignes et dans des vergers, et qui précisent de manière très, très sommaire un petit peu les conditions de pâturage. Donc, après, c'est là où le principal du travail est fait, la mise en relation. Et après, donc, ils se téléphonent et ils mettent en place toutes les modalités pratiques de la période, de la taille des vignes. Bien sûr, pour pâturer, l'idéal, c'est quand même d'avoir des îlots assez importants pour éviter justement ces déplacements. Je pense que dans la petite fiche qu'on va voir tout à l'heure, je pense qu'il parlait d'au moins une quinzaine d'hectares, qui peut être détenu par un ou plusieurs viticulteurs. D'où l'idée d'avoir aussi une démarche un petit peu collective par commune. Après, quand le bouche à oreille marche bien, cette organisation, elle se fait un petit peu toute seule, quoi. Donc ça, c'est l'idée de base. Après, sur le site, ce qu'on trouve aussi, c'était pour aider justement les gens à mettre en place cette pratique. Un conseiller élevage de la Chambre, là, qui depuis nous a quittés, avait rédigé avec Fanny Tamisier une petite fiche technique, toute bête, donc plutôt destinée aux éleveurs, qui reprend un petit peu le b.a.-ba du pâturage dans les vignes et dans les vergers. Donc, il y a quelques idées. Alors après, là, il y a un jargon et qu'il faut s'habituer. On parle d'UGB, mais en général, ça parle fortement aux éleveurs. Mais voilà, ça permet de voir, de calculer les charges, de faire attention, d'avoir des recommandations sur le sur- et sur le sous-pâturage.
Ça permet de dire à quel stade on peut intervenir dans une vigne, quelle est la taille. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, après, au début, il y a un petit exercice à faire de calibrer. J'ai un troupeau de X brebis et je vais aller pâturer X hectares de vignes. Donc, il y a des petits ajustements. Donc là, il y a quelques points de repère sur ce calcul-là. Et sur la deuxième page de la fiche, il y a bien sûr tout ce qui est gardiennage. Parce que là, bien sûr, les brebis sont parqués avec des filets électriques. Ils sont gardés soit par le berger seul ou avec en général des chiens, et notamment des patous. Il y a quelques recommandations aussi sur les périodes de pâturage, mais là c'est assez évident, hein, c'est après les vendanges, chute des feuilles jusqu'au débourrement des vignes. Cette année, ça a été un peu plus tardif sur certains cépages. Il y a eu de l'éco-pâturage jusqu'au mois de mars. Donc ça, c'est le viticulteur et l'éleveur qui le décident. Et en fonction, bien sûr, aussi des conditions de l'année. Tout à l'heure, on parlait des problèmes de tassement. Bien sûr, en général, le viticulteur va avoir des exigences en disant si vraiment on a un épisode de pluie important, eh bien, que le troupeau soit mis sur d'autres sites, hein, d'autres cultures que la vigne, le temps que ça se ressuie. Ça, c'est un petit peu de la logique. Et quelques recommandations aussi sur tout ce qui est l'irrigation de la vigne. Le nombre de vignes irriguées augmente, donc par rapport à que les tuyaux d'irrigation, les gouttes à gouttes, soient à peu près à 60 cm, bien fixés, parce que bien sûr les brebis circulent d'une rangée sur l'autre, pas forcément de manière très logique et harmonieuse. Donc ça fait partie des petites choses à prendre en compte. À prendre en compte aussi le côté que des fois, il faut avoir des zones de repli pour que l'éleveur, suivant la taille du troupeau, puisse se le rassembler pour passer la nuit et que ce soit sécurisé. Il y a le côté assurance, d'où l'idée que cette pratique soit faite entre professionnels, entre guillemets, hein, avec des gens qui soient bien sûr conformes au niveau des réglementations sur l'identification des animaux. Enfin, il y a toute une réglementation spécifique qui s'applique là sur les ovins. Et aussi la responsabilité civique au cas où il y aurait des incidents, un défaut de filet, que les brebis auraient pâturé sur un plantier, par exemple, de vigne à côté. Voilà, il faut avoir quand même une couverture. Après, il y a le côté, un des inconvénients qu'on a pu voir de nous-mêmes, hein, c'est le vol des batteries concernant les filets de protection. Des fois, le vol d'agneaux, ça peut arriver aussi. Donc, d'où l'idée, bien sûr, que le troupeau ne doit pas être laissé seul. Donc, d'où la présence souvent des patous. Et après, on a eu même le cas avec, ça c'est un petit peu plus exceptionnel, des attaques de loups. On a eu un loup là, entre 2017 et 2019 qui a fait quand même des gros dégâts, là, plus de 400 bêtes qui ont été attaquées. Voilà. Outre donc, cette petite fiche pratique, sur le site, on trouve aussi des témoignages. Donc là, on a un viticulteur justement sur Vauvert, M. Dupré, qui témoigne là, dans une revue locale de sa pratique. Voilà, il a à peu près 65 hectares de vignes. Et il y a un troupeau de 800 moutons qui pâturent régulièrement sur son domaine. Voilà. Donc ça, voilà, si vous voulez le consulter, c'est disponible sur le site. Et qu'est-ce que j'oublie? Il y avait aussi, alors c'est un peu parallèle à cette demande-là parce que ce service qui est rendu n'est pas exclusif que sur l'éco-pâturage. Il y a aussi, comme je l'ai dit en introduction, le besoin aussi de rééquilibrer les productions de fourrage avec des gens qui en ont besoin. Et là, chez nous, on a pas mal d'équins avec des chevaux de Camargue, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Et là, le service élevage a créé un petit site un peu parallèle à Qui veut mon herbe. C'est le Bon Coin Prairie, qui permet de mettre en relation des gens qui ont des chevaux, qui cherchent du fourrage pour leurs chevaux, et des céréaliers, des producteurs de fourrage. On a fait exprès de les séparer pour que celui-ci, Qui veut mon herbe, soit quand même plus axé éco-pâturage. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Très mais bien. j'ai dit l'essentiel. Ouais, on va passer du coup maintenant aux questions-réponses. Et je vais laisser la parole à Philippe pour poser la première question.
Oui, bonjour. Donc là, je vais d'abord démarrer pour laisser Yves se reposer 5 minutes. Merci de la présentation. Pour Christophe, en fait, il y a plusieurs questions sur. Ça a déjà été un peu traité, mais il y avait une question sur finalement à quel moment mettre les brebis. Si on les met en octobre, enfin, par rapport à la mise en réserve de la vigne, enfin, vraiment quelle est la bonne période. Et puis à nouveau sur le côté piétinement et tassement. Et enfin, je pense qu'il faut peut-être que tu nous rappelles un petit peu, comme c'est très lié quand même à l'enherbement des vignes, finalement, comment tu gères le cycle sur l'année de l'enherbement, quoi. À quel moment tu travailles le sol, à quel moment tu arrêtes de travailler, quoi. Voilà, c'est 3 points qui sont un peu liés, mais finalement, tu n'es pas encore trop rentré dans la technique. Mais je pense que là, il faut que tu nous développes ça, quoi. Voilà. Puis après, on aura une question pour Yves. OK. Oui, effectivement, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que je suis en agriculture biologique depuis 20 ans. Donc, on a des sols qui sont enherbés quasiment toute l'année et qui sont parfaitement purgés de toute trace pesticide. Pour la mise en œuvre, il est évident que le cycle de pluviométrie de la Clappe et son climat extrêmement sec fait que le principal problème, c'est d'avoir une réserve d'herbe suffisante pour les brebis. Moi, très rapidement, je me suis aperçu que si on voulait mettre les brebis dès le mois de novembre dans les vignes, il fallait assurer un enherbement conséquent dès la fin des vendanges. Donc, nous, de toute façon, on arrête les labours généralement début juillet. Il est évident que ce n'est pas en août qui va pousser de l'herbe, mais comme le gros de la pluviométrie de la Clappe se situe entre septembre et octobre, on est quasi sûr d'avoir une levée d'herbe relativement importante dès la mi-octobre. Et le développement de l'herbe va continuer tout l'hiver parce que nous, on a des hivers qui sont à température de 15 degrés de moyenne puisqu'on est vraiment bord de mer. Et donc, on a de la levée d'herbe qui continue tout l'hiver. Ce qui fait qu'on a remarqué que sur 3 mois de pâturage dans les vignes, on pouvait retourner sur des parcelles quasiment 6 à 7 semaines après. On avait de nouveau une levée d'herbe qui était suffisante pour faire pâturer. Alors, il est évident que le deuxième passage dans une vigne ne constitue pas une réserve suffisante pour le troupeau. Donc, il y a aussi le complément qu'elles vont aller chercher dans les garrigues environnantes ou dans les champs que l'on a sur le domaine, qui sont la plupart du temps des vignes arrachées. Donc, la problématique, comme le disait M. Noué tout à l'heure, c'est d'avoir la réserve d'herbe suffisante pour faire pâturer le troupeau. Et ça, c'est très aléatoire dans le sud, surtout sur un climat comme la Clappe, où là, on est à une pluviométrie qui actuellement tourne plutôt autour de 400 mm, ce qui est vraiment très faible. Le pâturage sur les 3 mois d'hiver dépend vraiment de la pluviométrie de septembre-octobre et de la levée qu'on aura laissé faire. Donc, il est évident qu'il faut éviter de toucher les sols. Alors, on peut, à la limite, sur certaines années où on avait des étés extrêmement secs, on allait faire un petit labour léger de grattage de surface pour décompacter un peu et favoriser les germinations. À ce propos, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le pastoralisme dans les vignes, c'est qu'on laisse un enherbement naturel, on laisse dès le mois de juillet monter en graines, et ce qui nous assure quand même une réserve de levée un petit peu plus importante à l'automne. Pour ce qui est du tassement, on a rarement une levée suffisamment importante pour que le troupeau reste de façon assez statique dans les parcelles.
On a constaté sur certaines parcelles où on avait des levées d'herbe plus importantes, où on voulait faire un petit peu plus de nettoyage aussi, parce qu'on a des parcelles qui sont vraiment insérées dans la garrigue et qu'on a une pression des plantes de garrigue qui est plus importante que la levée d'herbe type graminée. Et donc là, on appelait ça du forçage, c'est-à-dire que soit le berger restait avec le troupeau et obligé avec le chien à refaire un passage dans les rangées une fois arrivé en bout de parcelle, ou alors on clôturait une parcelle quand elle était suffisamment grande et on laissait le troupeau un jour, 2 jours, voire même les laisser avec une couche, c'est-à-dire qu'on clôturait et on laissait le troupeau jour et nuit. Là, il y a un effet tassement qui est indéniable. Par contre, il y a un effet nettoyage qui est important. Donc, sur ces parties-là, on a vu qu'il était nécessaire, dès le départ du troupeau, d'aller faire un petit labour pour décompacter et éviter un tassement accentué si jamais il y avait une pluie ou un fort vent du nord qui a tendance à croûter les sols, surtout dans la clappe où on est avec des grosses majorités d'argile. Okay. Voilà, j'espère avoir répondu. Ouais. Une autre petite question avant de poser d'autres questions à Yves, mais une réponse courte. Comment est-ce qu'il y a des dégâts ou comment limiter les dégâts par rapport au fil de palissage? Alors toi, c'est vrai que tu as une partie des vignes qui ne sont pas palissées. Mais... Oui. Alors moi, je n'ai que 20% du vignoble qui est palissé, puisque je pratique plutôt le gobelet traditionnel languedocien. Donc, sur le gobelet, aucun problème, aucun dégât constaté, enfin pas plus que ne pourraient en faire les sangliers qui passent toutes les nuits dans les vignes. Pour ce qui est des parties palissées, très franchement, les dégâts, ils sont minimes. Une brebis, elle n'est pas bête, elle ne va pas se forcer sur un fil jusqu'à le casser. Donc, on a vu quelquefois quelques amarres tordus, quelques piquets un peu tordus parce qu'elles vont aller se gratter dessus, mais franchement, les dégâts, ils sont minimes. Hop, ben on va passer une question à Yves. Donc, il y a eu pas mal de retours positifs sur la démarche Qui veut mon herbe. Et il y a pas mal de participants qui se demandent si c'est possible d'essaimer, en tout cas si l'initiative est reprise par d'autres chambres d'agriculture dans d'autres régions, et notamment dans le département du Vaucluse et de l'Aude. Donc ça, c'est la première question. Et il a une deuxième question pour toi, Yves, c'est par rapport à la fidélité entre éleveurs et viticulteurs. Est-ce qu'il y a une contractualisation qui est mise en place ou pas? Et il y a des questions aussi pour savoir si les éleveurs sont rémunérés pour leur prestation de services. Alors, dans l'ordre, l'idée, elle est simple, elle n'est pas du tout protégée. Je veux dire, n'importe qui peut reproduire l'initiative, peut-être même l'améliorer. Il ne faut pas avoir des compétences informatiques très, très élevées pour le réaliser. Oui, on a eu des contacts avec d'autres chambres d'agriculture. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont mis en place? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu des contacts avec la chambre d'agriculture de l'Ardèche, mais alors je ne sais pas si ça a débouché ou pas. Concernant la deuxième question sur est-ce que il y a une convention, justement on a évité, comme je le disais tout à l'heure dans le diaporama, l'idée c'est de faire simple, efficace. On avait envisagé au début une convention, mais on voit que les gens ont besoin un petit peu de liberté, ne veulent pas être tenus. Le seul engagement qu'il doit y avoir, parce qu'on a eu l'écho, c'est là où ça pose problème, c'est les années qui sont humides, où d'un seul coup il va y avoir une profusion d'alimentation. Et on a eu des cas où des éleveurs s'étaient engagés à pâturer des vignes et après, ils ont préféré aller sur d'autres parcelles plus facilement pâturables. Donc ça, c'est un petit peu nous, là où on demande aux gens d'être un petit peu sérieux, de respecter leur engagement. Peut-être pas s'engager sur toutes les parcelles de vignes. Nous, vous avez compris qu'on a un enjeu des herbages chimiques. Donc, on demande aux éleveurs que vraiment les parcelles stratégiques, s'ils disent même en début d'année, je vais la pâturer, après qu'ils tiennent parole. Mais voilà, on n'a pas voulu aller sur des conventions très compliquées qui, même d'un point de vue juridique, n'auraient pas forcément des bases très, très solides. Et après, sur le but de ça, c'était un échange. À partir du moment où tout le monde est gagnant, il n'y a pas d'échange d'argent.
la tradition veut qu'en général, le l'éleveur donne un agneau au viticulteur, mais ça en reste là. Par contre, on a des initiatives de gens qui veulent, justement, qui peut être intéressant pour là où l'offre et la demande ne trouvent pas preneur, c'est le développement de prestations de services. Donc, on a une personne qui est en train de monter un troupeau qui va proposer dès le mois prochain de la prestation de services. J'ai vu passer une question sur les races. Donc, moi, je ne suis pas du tout technicien élevage, mais en général, nous, c'est plutôt Mérinos comme race et Hampshire. Et là, justement, la personne qui veut faire la prestation de service voudrait développer ce service avec d'autres races, notamment des Ouessants, notamment pour les vignes, et alors la prononciation ne doit pas être bonne, mais les Shropshire, qui en fait, c'est les moutons à la tête noire, qui seraient intéressants pour l'arboriculture, parce que c'est des ovins qui ne s'attaqueraient pas aux écorces des arbres. Donc, voilà. Donc là, on attend impatient de savoir sur quelle base cette prestation va être proposée. Mais on a eu plusieurs contacts de personnes qui voient qu'il y a un intérêt d'aller dans ce sens-là. Taekwondo, il y a 2 ans, où tu étais présent aussi, Louis, il y avait eu des débats là-dessus, où d'autres régions de France pensent qu'au-delà de l'entente amiable entre un viticulteur et un éleveur, il y a peut-être de la place pour des prestations de services. Voilà. OK. On a encore quelques questions. Peut-être une autre question à nouveau pour Christophe. Est-ce qu'il y a eu des suivis ou des parcelles par rapport à l'enherbement, par rapport à… Ou est-ce qu'en fait, voilà, pour l'instant, tu travailles tout seul avec l'éleveur. Et puis, voilà, ça, c'était la première question. Puis après, j'en aurai une autre, quoi. Donc, un petit peu, est-ce qu'il y a eu des suivis par rapport à la flore, par rapport à… Voilà, est-ce que les chercheurs s'y sont intéressés ou le parc? Oui, le parc a fait un suivi les 2 premières années. D'abord parce que le berger avec qui on travaillait aussi avec des variétés de brebis, des races anciennes. Donc, le but, c'était de voir aussi si elles étaient adaptées au biotope. Donc, lui, il travaillait essentiellement avec de la Cossenarde des Garrigues et de la Rayole, qui sont des brebis un petit peu moins lourdes d'abord. Et on a pu constater qu'elles s'attaquaient aussi à un certain nombre de végétaux sur lesquels on n'était pas sûr, notamment par exemple les genêts. Donc, ça a permis quand même de voir qu'elles avaient un impact, notamment sur les haies. Le suivi qu'on a fait dans les vignes, c'était de voir s'il y avait des plantes qui s'implantaient dans les vignes et que les brebis ne touchaient pas. On n'en a pas dénombré. Il est évident que quand on a de l'inule visqueuse, il ne faut pas s'attendre à ce que la brebis aille croquer ça. Par contre, sur toutes les plantes, les adventices habituelles des vignes, là, c'était… elle s'attaquait à tout, là. Alors, peut-être une question à toi, puis je pense qu'après Yves pourra compléter. Toi, tu ne fais pas de semis, hein, tu es bien vraiment sur un enherbement naturel, quoi. Non, on n'a pas fait de semis. Cette année, on a lancé un plan de semis pour voir un peu les résultats dans la clappe. Le problème du semis dans la clappe, principalement, c'est le risque de levée très faible à cause du cycle pluviométrie. Donc, cette année, on a fait des semis, mais tout le temps où on a fait pâturer les brebis, on les a fait pâturer sur de l'enherbement naturel. Peut-être que Yves, tu peux compléter. Je ne sais pas si… Non, juste quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça peut être intéressant, les copâturages, étant on est dans des impasses techniques. Nous, il y en a 2 fortes. Pour l'IFV, l'alternative au désherbage chimique, c'est avant tout le travail du sol, qui peut poser pas mal de problèmes, notamment sur des sols très caillouteux, où là, ce n'est pas simple. Et l'autre impasse technique, c'est des fois la présence d'adventices comme la prêle, qui est vraiment très compliqué à maîtriser.
Et là, l'éco-pâturage peut être une solution. Après, ça demande une certaine technicité de l'éleveur pour pouvoir le gérer, parce qu'il ne faut pas que les brebis ne mangent que ça, mais en le gérant bien, nous, c'est le cas là, sur une commune avec laquelle on travaille, là, avec les collègues de l'EPTB Vistrévistrenc et Margue, je pense en particulier, où c'est vraiment une grosse problématique. Et l'éco-pâturage est une solution complémentaire assez intéressante pour essayer de la contrôler au mieux. Ok, et je vais peut-être une question pour tous les deux. Est-ce que vous avez mis en place, enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des chargements à l'hectare précis dans les vignes et aussi peut-être dans les autres systèmes, Yves, notamment en arboriculture? Et est-ce que vous mettez en place des systèmes de protection? Monsieur Bousquet, non, mais est-ce que les viticulteurs le font dans le Gard, De spécifiquement protection, ou pas? c'est-à-dire Des vignes. de protection des vignes? Ah non, non, enfin, Euh, je ne pense pas que ce soit possible, en fait. Hein. Non, non, là, il n'y a pas de système de protection, quoi. Non, et sur les autres, sur les vergers, par exemple, il y a des systèmes de protection non plus. non plus. Non, non. D'accord. Nous, ce qu'on a fait, c'est sur les jeunes vignes, quand c'était vraiment sur des plantiers de 1 an ou 2 ans, on a clôturé ces parcelles-là pour empêcher les brebis d'y rentrer. Parce qu'on avait pu constater l'année d'avant quelques dégâts sur des plantiers à peine traversés, parce qu'évidemment, 300 brebis, ça fait 1200 pattes, 1200 sabots, et que ça peut faire des dégâts sur des vignes d'1 an ou de 2 ans. Donc là, on avait fait le choix de protéger les jeunes vignes en les clôturant complètement pour empêcher le troupeau. Parce que nous, la particularité, c'est que la plupart des domaines qui étaient pâturés au cœur de la Clappe, l'avantage, c'est que c'est un massif où il y a très peu de routes. Donc, le berger laissait vraiment pâturer les brebis comme ça leur convenait, quoi. Et peut-être aussi une question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a des risques d'intoxication pour les brebis? Alors là, on a une question sur le cuivre, mais aussi par rapport aux pesticides qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a des risques avérés ou en tout cas des craintes des éleveurs par rapport à ça? Me concernant, non, on n'a pas eu d'écho parce qu'en fait, on fait pâturer une période où la vigne n'est pas du tout en végétation. Hein. C'est après les vendanges, presque après la chute des feuilles. Hein. Donc, c'est une période où il n'y a pas d'application phytosanitaire, même en agriculture conventionnelle. Donc, il y a vraiment. Je n'ai jamais entendu parler de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de crainte des éleveurs de pâturer dans ces conditions-là, quoi. Nous, dans la Clappe, on a eu un seul problème de toxicité, mais c'était par rapport à une plante présente dans la Clappe, qui est la férule, sur lequel on a eu 30 brebis qui sont mortes par ingestion de cette plante. Donc, c'était plutôt dans les abords des vignes, dans la partie garrigue. Dans la partie vigne, non, parce que, comme le dit M. Noué, à cette période-là, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de traitement. Et pour la question du cuivre, les doses de cuivre utilisées, moi particulièrement en bio, sont très faibles et sont dans les sols, dans les terres, mais on a des résidus qui sont extrêmement faibles, donc ça ne constitue pas un danger pour le troupeau. Alors, je pense que je vais peut-être poser la dernière question, parce que je pense qu'on a fait le tour des questions posées, puis on essaie toujours de tenir le timing de 13h, 14h. Non, c'est peut-être à Christophe un petit peu nous décrire un petit peu comment ça se passe avec le berger, quoi. On a du mal à voir. Enfin, moi, je sais parce que je suis venu, mais comment il vient en plus lui de Saône-et-Loire, comment il se déplace, sur combien de vignobles, enfin sur combien d'exploitations, qu'est-ce qui met ses brebis la nuit, et peut-être aussi à Noué, quoi. C'est un peu les conditions minimum, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un minimum de surface, comment les animaux sont parqués la nuit. Enfin, alors c'est vrai que c'est peut-être différent, je pense, si les brebis sont dans la commune ou si elles viennent de loin. Mais peut-être Christophe, et puis en te remerciant déjà, voilà, décrire un petit peu la vie de ce berger, parce que c'était quand même c'est un peu aussi hors norme, quoi.
Oui, 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 nous, c'était totalement hors norme parce qu'effectivement, quand on a lancé le projet, on n'a pas trouvé de candidat local, puisque nous, il y a des brebis, il y a quelques troupeaux dans les corbières. Donc, on est allé chercher ce berger dans la Saône-et-Loire. La particularité, effectivement, c'est que la question, c'était comment on le loge, comment on fait la nuit, etc. Donc, lui, il est arrivé tout simplement, il logeait dans une caravane que j'avais négocié avec un domaine pour lui laisser un emplacement, un branchement pour l'eau, un branchement pour l'électricité, puisque autour, il avait ce qu'il appelle l'infirmerie, c'est-à-dire les brebis qui ont pu être blessées ou qui sont malades. Voilà. Donc, il logeait comme ça et le troupeau, lui, était parqué tous les soirs. Donc, moi, ce que je demandais à tous les vignerons qui étaient dans ce projet-là, d'aménager 2, 3 endroits de couches sur lesquels on mettait un parc en bois, sur lequel on pouvait étendre une aire avec des filets électrifiés. Et donc, ça permettait au berger, en fin de journée, de rentrer son troupeau dans cet espace-là et de venir le récupérer le lendemain matin. Pour des raisons de sécurité, il laissait un patou avec le troupeau et on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Les seuls problèmes qu'on a rencontrés, ça a été que le massif de la Clappe est un massif très fréquenté et très touristique. Et donc, on a eu quelques petits problèmes de cohabitation, d'abord avec les chasseurs, pour les problèmes de filets des meutes de chiens. On a eu quelques problèmes avec le patou et les vététistes. Mais on est arrivé la plupart du temps à régler le problème et sur les 2 dernières années, ça s'est passé plutôt bien. Yves, peut-être pour conclure un petit peu, enfin, pour ce que tu en connais, comment ça se passe au niveau des éleveurs, est-ce qu'ils rentrent enfin, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils viennent de loin, comment ils font la nuit? Ouais. Nous, l'idée, en fait, c'est que l'éleveur il soit sur la commune ou au pire sur les communes avoisinantes. Justement, pour régler un des problèmes qu'ils ont, c'est le déplacement du troupeau. Donc, en théorie, tout doit se faire à pied sans avoir recours à des camions. Donc là, les problèmes d'hébergement du berger ne se posent pas parce qu'ils sont, Fanny Tamizier habite Vauvert, par exemple, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Et après, il y en a certains qui prévoient des zones de repli. Ça veut dire de reparquer sur un petit espace l'ensemble du troupeau pour mieux le surveiller notamment. Mais là c'est un petit peu, chaque berger a un petit peu sa technique. Ça va dépendre aussi de la taille du troupeau. On a des tailles de troupeaux qui varient énormément d'un berger à l'autre. Certains préfèrent diviser un troupeau de 1000 brebis en deux ateliers de 500. Mais après, c'est la logistique qui doit s'adapter sur la garde, les filets, etc. Là, une des difficultés, nous, c'est qu'on est quand même sur une zone assez touristique, avec pas mal de routes. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, de faire attention à ça. Nous, tu en avais suivi là, quelques expériences. Une des craintes qu'on avait, c'est que les brebis sautent le filet et se retrouvent sur la route. Voilà. Donc ça, après, c'est le professionnalisme des bergers qui connaissent quand même bien leur métier, qui doivent gérer tous ces aspects de logistique, entre guillemets, quoi. Ok, eh ben écoutez, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Donc, n'hésitez pas à visiter le site Qui veut mon herbe de la Chambre d'agriculture ou OSAE pour vous renseigner davantage sur l'éco-pâturage et sur d'autres techniques agroécologiques. Pour toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là pendant la séquence d'échange, on fera une FAQ qui sera envoyée à l'ensemble des participants avec la présentation et la vidéo du webinaire qui sera également en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez aussi adhérer à Solagro et vous adhérer aussi à la lettre d'information, la newsletter d'OSAE. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis je remercie
beaucoup les intervenants pour ces interventions. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Oui, Christophe, on a terminé, mais on avait une question. Comme ça, c'était la seule, je pense qu'on n'a pas répondu pour la FAQ. Est-ce que dans un domaine bio, il faut que le troupeau soit bio? Elle n'est pas simple. Hein. Alors, non, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, le troupeau, l'éleveur, le berger élevé en bio, donc lui, il avait obligation de pâturer sur des zones bio. Voilà. Donc, c'est valable dans un sens, mais pas dans l'autre. On considère encore, heureusement aujourd'hui, qu'une brebis, c'est bio. Bon, Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Je pense qu'en fait, on a répondu à toutes les questions. Donc, on ne va pas vous embêter plus que ça. Et on mettra tout en ligne. Voilà, je pense que Yves a du travail pour essaimer dans les autres départements méditerranéens. Peut-être. Avec plaisir. Apparemment, il y a de la demande et il y avait beaucoup de champs d'agriculture qui étaient inscrites là. Et je pense que, voilà, bon, il y a peut-être moyen de. Parce que. Et je pense que la Chambre d'agriculture de l'Aude, je vais leur suggérer d'appeler la Chambre d'agriculture du Gard. Nous, on est venu vous visiter plusieurs fois parce qu'il y avait pas mal d'initiatives qui étaient faites dans l'Aude et dans l'Hérault. Vous voyez, c'est bien d'échanger, quoi. Ouais. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas. Puis Ouais. on a encore appris des choses, notamment là sur les plantes, voilà, la prêle, la férule et tous les petits problèmes techniques. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on veut faire dans OSAE, c'est à la fois être assez précis sur les… Puisque là, on avait quand même pas mal d'agriculteurs présents. Il y avait aussi les champs d'agriculture, il y avait un peu aussi d'enseignement agricole. Il y avait une vingtaine de lycées agricoles de France. Je pense que tous ces aspects-là sont importants, mais c'est vrai qu'aussi tout le volet mise en œuvre, connexion entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est important aussi parce que sans ça, la connexion ne se fait pas et qu'apparemment, c'est quand même pas si simple de trouver forcément un éleveur puisque toi, Christophe, ça n'a pas été forcément très simple, quoi. Voilà. Non. Voilà, écoutez, merci. J'espère que la saison sera bonne pour ceux qui n'ont pas gelé. Donc, c'est ton cas. Bon, toi, tu as le droit à la sécheresse, à d'autres problèmes, mais je sais qu'il y a beaucoup de… Je ne sais pas, dans le Gard, là, je crois qu'il y a quand même beaucoup de vignobles qui ont gelé. Donc, ça, je pense que ça ne va pas être encore une année facile pour les agriculteurs. Voilà, et encore merci à vous et on vous enverra le lien là sur la vidéo. Oui, je complète Philippe, c'est qu'il y aura peut-être quelques questions qui sont passées à la trappe hein, et on vous avait quand même la liste des questions et voilà, si vous pouviez apporter quelques éléments de réponse parce qu'on listera quand même l'ensemble des questions qui ont été posées hein, et voilà, merci pour ça. Merci à vous. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.